En manchette aujourd'hui, une personne portée disparue retrouvée sans vie à Témiscamingue et la communauté de Kitsakik bonifie son offre en éducation. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon jeudi à tous, merci d'être à l'écoute. Triste nouvelle pour commencer, la Sûreté du Québec a retrouvé sans vie François Saint-Denis, qui était porté disparu depuis vendredi dernier à Témiscamingue. Des plongeurs ont trouvé l'homme dans le ruisseau Gordon, près de la rue Ketchum. L'enquête se poursuit en collaboration avec le coroner. Une autopsie devrait être réalisée pour connaître la cause exacte du décès. Et ensuite, un manque de procédure et de préparation aura coûté la vie à un travailleur près de Sainte-Terre en septembre dernier. C'est ce que conclut une enquête de la CNESST rendue publique aujourd'hui. Le jour de l'accident, le travailleur de terrassement et excavation Vallée s'affairait à la vérification des pastilles de broyage d'un broyeur forestier. Et pendant cette manœuvre, il a grimpé sur le rouleau, puis s'est coincé le pied entre le rouleau et la structure de protection supérieure. Une mauvaise manœuvre qui a entraîné le travailleur dans le broyeur. Pour prévenir les accidents liés à l'accès aux pièces en mouvement, la CNESST recommande, entre autres, que les zones dangereuses d'une machine soient munies d'un dispositif de protection, les rendant inaccessibles pendant son fonctionnement. Et les adolescents de la Première Nation de Kitsakik pourront faire leur première année du secondaire directement dans la communauté dès la prochaine rentrée scolaire. C'est le Conseil de la Nation Anishinaabe qui en a fait l'annonce. Et ils ont pris cette décision pour offrir de l'enseignement de proximité, mais aussi permettre aux étudiants qui passent au secondaire d'avoir de meilleures chances de réussite. C'est un enjeu considéré comme prioritaire au sein de la communauté. Au total, il y aura 2 classes qui offriront l'enseignement de première année du secondaire. On va maintenant parler de protection de la jeunesse. Au cours de la dernière année, il y a eu 5 131 signalements à la DPJ dans la région. C'est une augmentation de 171 cas par rapport à 2023-2024. Et de ce nombre, 1506 signalements ont été retenus, donc une diminution de 7 cas par rapport à l'an dernier. Les directions régionales de la protection de la jeunesse du Québec se sont réunies ce matin du côté de Québec pour y présenter leur bilan annuel. Et à Val-d'Or, maintenant, il y aura des travaux sur la voie de contournement de la route 117, et ce pour les 3 prochaines semaines. Le ministère des Transports procède à l'asphaltage d'un tronçon de 6,3 km entre le carrefour de la 3e avenue jusqu'à la sortie ouest de la ville. Il y aura donc fermeture de route seulement en soirée et durant la nuit. Pour connaître les détails des entraves, vous pouvez consulter le Québec 511. Et on passe dans le milieu agricole. Alors que les agriculteurs et les entreprises du secteur bioalimentaire reçoivent un coup de pouce du gouvernement provincial pour leur transition climatique, Québec annonce une bonification de plus de 81 millions de dollars, une somme qui s'ajoute aux 106 millions de dollars déjà prévus pour le secteur agricole. C'est donc au total plus de 187 millions de dollars d'ici 2030 qui seront attribués, ce qui représente une hausse de près de 80 %. Et avec ce montant, les producteurs vont pouvoir mettre en place des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et sur un autre sujet, alors que Québec a freiné plus tôt cette année l'augmentation des dépenses en éducation, voilà que les centres de services scolaires dans la région devront se passer de plusieurs millions de dollars l'an prochain. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Élise Tessier. En Abitibi-Témiscamingue, ce sont 23 millions de dollars que les centres de services scolaires voient disparaître de leur budget pour la prochaine année scolaire 2025-2026. Des compressions qui inquiètent les syndicats. Les gens, à un moment donné, quand ils ont coupé dans l'administratif, quand ils ont coupé dans les rénovations d'écoles, où ils vont aller? Ils vont aller dans le service direct à l'élève. Et malheureusement, il y a des enfants, des étudiants qui vont avoir moins de services. Puis je ne suis pas en train de faire une grande panique avec ça. Mais c'est très problématique et inacceptable, cette situation. Les projets de loi se multiplient là, pour nuire aux travailleurs du réseau de l'éducation. Les coupures budgétaires également qui sont imposées, là, les unes à la suite des autres, là, ça arrive constamment. Donc, c'est littéralement le supplice de la goutte là, en éducation. Donc, le gouvernement caquiste a longtemps dit que l'éducation était sa priorité. Bien là, il serait temps que les bottines suivent les babines ou plutôt que les sommes suivent les engagements finalement. Des pertes de services aux élèves, notamment en soutien spécialisé et en accompagnement scolaire,
pourrait survenir selon la Fédération du personnel de soutien scolaire. Vivement une loi bouclier en éducation pour protéger les sommes et s'assurer que les sommes sont pour les services, pour les centres de services scolaires, pour que les gens puissent manœuvrer et travailler adéquatement et aussi pour la santé. Les directions générales des centres de services scolaires affirment se retrousser les manches pour trouver des solutions et préserver les services offerts aux élèves. Puis c'est certain que ce qu'on souhaite, c'est de minimiser les impacts dans chacun des services, dans l'ensemble de nos établissements, puis également sans compromettre le moins possible les services à l'élève, mais présentement, tout est regardé. Quant à une possible loi bouclier qui empêcherait dans l'avenir des coupes budgétaires, aucune discussion n'a encore eu lieu entre les syndicats et le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et en parlant de compression, pour une première fois de son histoire, excepté la période de la COVID-19, le cégep de l'Abitibi-Témiscamingue affiche un budget déficitaire de 755 000 $, ce qui, selon la direction, aura des conséquences directes sur les services aux étudiants. Pour l'année 2025-2026, le cégep prévoit aussi un manque à gagner estimé à 1,8 million de dollars comparativement à l'année précédente. Et c'est dû aux compressions récentes de 151 millions de dollars qui ont été annoncées pour l'ensemble du réseau collégial québécois. Sur un autre sujet maintenant, où se cachent les chauves-souris dans la région? C'est la question que se pose le Conseil régional de l'environnement et c'est pourquoi l'organisme lance un projet d'acquisition de connaissances sur la répartition des chauves-souris dans la région. Anthony Dallaire s'est entretenu avec une chargée de projet au CREAT. Donc, parle-moi des chauves-souris. C'est quoi le portrait qu'on peut en faire dans la région? En fait, en Abitibi-Témiscamingue, on a 7 espèces de chauves-souris. Au Québec, c'est 8 espèces, donc on a presque toutes les espèces qu'on retrouve au Québec. Mais ce qui est intéressant dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, c'est qu'on a vraiment un territoire propice pour les chauves-souris parce qu'il y a beaucoup de massifs forestiers, beaucoup de plans d'eau et beaucoup d'insectes. Donc, le CREAT et le ministère de l'Environnement ont lancé un projet d'acquisition de connaissances sur la répartition de la chauve-souris dans la région. Pourquoi? C'est quoi le but d'une telle démarche? Comme je viens de mentionner, la région est vraiment propice pour les chauves-souris, mais on n'a pas beaucoup de données sur leur répartition dans la région. Donc, le but du projet, c'est vraiment d'aller chercher des données, qu'on ait des signalements pour qu'on puisse avoir une meilleure idée de où est-ce qu'elles se trouvent. Puis l'objectif ultime, ça serait de localiser des maternités, parce que les maternités, c'est les endroits où les femelles vont se réunir pour mettre bas, allaiter leurs petits pendant l'été. Puis c'est vraiment des endroits critiques pour les espèces, parce que c'est là où on élève les jeunes finalement. Donc il y a la relève qui est élevée là. Une fois qu'on a les données sur les maternités, il y a une volonté évidemment de vouloir les protéger. Comment concrètement on peut les protéger? C'est sûr que de savoir où est-ce qu'elles sont situées, ça permet de l'intégrer dans l'aménagement du territoire, premièrement. Puis deuxièmement, si il y a certaines maternités qui sont dans des infrastructures ou chez des gens, on peut discuter de moyens de cohabitation ou de relocalisation qui vont nuire le moins possible à la colonie. Et pourquoi c'est important de vouloir conserver l'espèce? Premièrement, les chauves-souris sont en déclin. Toutes les espèces de chauves-souris sont en déclin en ce moment, particulièrement les espèces résidentes, donc celles qui vont hiberner au Québec, celles qui passent toute l'année. La cause principale, c'est l'introduction d'un champignon qui cause le museau blanc, donc un champignon qui va se loger sur les chauves-souris pendant qu'elles hibernent, qui les font se réveiller de leur hibernation et qui leur coûte énormément d'énergie. Et l'importance de les conserver, c'est qu'elles ont un rôle vraiment dans l'écosystème de réguler les populations d'insectes. Ce sont des animaux nocturnes qui s'alimentent d'insectes nocturnes, comme la livrée des forêts, donc l'invasion de chenilles qu'on voit en ce moment, et la tordeuse des bourgeons d'épinette. Donc c'est vraiment des alliés, on va dire, dans la lutte contre les insectes nuisibles. Donc on en a besoin. On en a besoin. Elles nous rendent un précieux service. Vous faites un appel à la population pour qu'elle puisse vous aider. Comment on peut concrètement vous aider? On invite les gens à signaler toute observation de chauve-souris ou tout signe de présence, donc que ce soit des grattements ou des bruits qui sont entendus, ou s'il y a de la présence de guano, qui est l'excrément que produisent les chauves-souris. On demande aux gens de nous remplir le formulaire en ligne ou de nous appeler directement. Ça, c'est la première partie. On peut collecter les données sur les observations. Et ensuite, nous, on propose de se déplacer sur le site pour pouvoir, premièrement, effectuer un décompte des individus et un inventaire acoustique.
La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, avez-vous déjà été témoin d'un accident de travail? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et au soccer, le Blizzard de Val-d'Or était en action à l'étranger le week-end dernier. L'équipe valdorienne a pris part à des matchs à Montréal. Leur premier arrêt était samedi contre le CS Mont-Royal-Outremont, où ils ont baissé pavillon 3-2. Dimanche, la troupe valdorienne avait l'occasion de se rattraper contre le FSS Salaberry. Le match s'est soldé par un résultat nul de 2-2. L'équipe cumule depuis le début de la saison 1 victoire, 5 défaites et 1 match nul. Le prochain match du Blizzard est ce samedi au Cégep de Jonquière contre le Venturi de Saguenay. C'est des nuages à l'horizon aujourd'hui à la météo. En Abitibi, il y a un 60 % de probabilité d'averse tôt cet après-midi. Température stable à près de 16 degrés Celsius. Au Témiscamingue, c'est de la pluie, parfois forte, 40 mm sur le secteur sud. Des températures autour de 17 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, en Abitibi, c'est nuageux avec un minimum de 7. Et plus au sud, les averses vont cesser ce soir. Ce sera nuageux ensuite, minimum de 8 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Ce soir, on revient sur d'importantes annonces pour du logement social dans la région. La ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, est d'ailleurs présente à Rouyn-Noranda actuellement. Notre journaliste William Maillet nous donnera tous les détails. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. On se retrouve au TVA à 18h.